Où voyez-vous un vélo couvert de boue? Moi je vois un ensemble de quelques réussites et pas mal d'erreurs que je viens passer en revue avec vous aujourd'hui, parce que vous le savez déjà. Chez moi, c'est une tradition de tester des choses pendant la préparation des courses et d'en tirer des conclusions. Retourner à l'atelier, tout analyser et partager avec vous. Donc c'est moi qui vis un mauvais moment pendant que vous prenez des notes pour ajuster les détails, n'est-ce pas? Tout ce processus d'adaptation au vélo de gravel a été très intéressant. Changer les configurations pour trouver les composants et réglages les plus adaptés à cette tracas de sang. Très exigeant au moment de choisir comment configurer le vélo, non seulement à cause des 200 km, mais aussi du dénivelé de 2500 et du terrain variable. Et si on ajoute à ça la pluie qui nous est tombée dessus? Pas pendant la course, mais bien les jours précédents, ce qui a rendu les conditions un peu plus sauvages. Eh bien, ça a été très intéressant. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de tout ce qui s'est bien passé pour moi, puis je vais évoquer les erreurs que j'ai commises, qui je pense sont très intéressantes pour apprendre. Et surtout parce qu'il y a une des erreurs dont les marques ne vont pratiquement jamais nous parler directement. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore un peu tabou dans le secteur et je veux apporter de la lumière là-dessus. Et enfin, quelques curiosités que je veux vous montrer concernant le poids du vélo à la fin de la course et avec quelle pression. Avec quelle différence de pression dans les pneus. J'ai vérifié depuis le départ jusqu'à la fin de la course. Tout cela sera abordé dans la vidéo d'aujourd'hui, toujours en commentaire. Gravel du point de vue de la compétition, vous savez déjà qu'il y a l'aventure, le bikepacking, beaucoup de types de gravel différents. Aujourd'hui, nous parlerons toujours du point de vue de la compétition. Et bon, en commentant des choses qui m'ont réussi ou que je pense avoir bien faites pour commencer. Et c'est assez évident. Cela a à voir avec le cadre, avec la proposition de BH avec ce Gravel X, et plus précisément avec le SRS, qui est ce système que l'on pourrait d'abord penser être uniquement destiné à absorber les vibrations. Puisqu'il y a une petite partie articulée ici en haut, qui nous donne entre 3 et 5 mm de débattement, si on peut dire ainsi. Aidé par la flexion des haubans, vous pouvez voir qu'il y a un petit trou juste là en bas sur les deux haubans pour permettre la flexion. Et si à l'origine, c'est fait pour absorber les irrégularités du terrain, retarder l'apparition de la fatigue. Mais j'ai trouvé un autre aspect très positif, c'est la capacité de traction que cela donne à la roue arrière, très nécessaire en gravel. Avec des pneus aussi étroits et dans des situations de forte pente où l'on peut trouver de la boue, des pierres détachées, donc ce surplus de traction m'a paru très intéressant. D'autres marques ont fait le chemin inverse en intégrant par exemple une suspension ou une capacité à absorber les vibrations à l'avant du vélo, comme BMC avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, comme Specialized à son époque avec la première Diverge, etc. Et pourtant BH s'est concentré sur l'arrière. Eh bien un concept différent que j'ai trouvé très intéressant. Ensuite, une autre réussite. À mon avis, et tout ce qui concerne la gestion de la nutrition, le transport des consommables, des outils et autres, qui s'est basé essentiellement sur la nutrition. La porter sur soi, non seulement dans les 3 poches du maillot, mais aussi dans les 2 poches du cuissard, que je trouve super utile. Et ensuite, déposer tout ce qui concernait les emballages, qui était aussi l'endroit où tout ce qui touchait aux outils et autres était rangé. Ce sac SKS Germany est, sauf erreur, le modèle Racer. Cela ne représente que 112 à 120 kg plus 20 grammes du petit sac que nous ajoutons. Que ce soit par la localisation ou par la taille, je l'ai trouvé parfait. Je vous l'ai déjà dit, j'ai essayé des sacs ici en haut, des sacs plus grands qui sont aussi dans le catalogue SKS, et pour moi ça n'allait pas ici, je finissais par toucher avec le genou quand je me levais de la selle. Ici, elles sont très volumineuses quand elles occupent tout le cadre, et pourtant celle-ci reste bien compacte ici. Ça ne m'a pas du tout dérangé, j'ai pu emporter tout ce dont j'avais besoin sur 200 km. Donc c'est une configuration que je pense garder si je fais d'autres courses de gravel, de longue distance. Selle. C'est aussi une partie primordiale pour essayer de retarder l'apparition de la fatigue. Dans ce cas, c'était la première fois que j'essayais une selle 3D pour une course de gravel. Et cet argot de physique m'a semblé incroyable. En combinaison avec le SRS de BH, ça a été tout simplement parfait. Regarde comme je suis là, c'est un peu comme si j'absorbais toute la selle. Il suffit de l'essayer avec le doigt. Et on voit que d'une certaine manière, bon certes, il y a cette rigidité à la base, mais le tissu du dessus, bon c'est comme un petit coussin. Donc bon, tout compte dans le gravel.
Très important aussi le sujet des pédales Favero Pro MX2 où j'ai intégré le capteur de puissance. En réalité, lors d'une course si longue, mon rythme cardiaque et mon corps ont traversé de nombreuses phases différentes. Je pense qu'il y a une partie centrale où j'ai une crise. Là, à partir de la 4e heure, mon rythme cardiaque ne montait pratiquement plus. Et si j'avais guidé toute ma collecte de données sur mon état en course en me basant sur le rythme cardiaque, honnêtement, il aurait été très difficile de vraiment comprendre comment allait mon corps. Cependant, vous savez déjà que les watts sont constants à ce niveau-là et le fait d'avoir pu compter sur eux, avec ces pédales qui, au final, seront retirées de ce vélo, montées sur un autre, et je continuerai à avoir un capteur de puissance partout où j'irai avec ces pédales. Eh bien, cela a été un avantage lors de la gestion. Des moments difficiles où j'ai failli abandonner, pensant que tout allait mal. En voyant les watts, je me disais « mais finalement ce n'est pas si mal, continuons ». Donc point intéressant à ce niveau-là. Très important, le changement électronique, que ce soit Shimano ou SRAM, dans mon cas, j'ai un Shimano GRX 11 vitesses, mais essayez dans la mesure du possible que ce soit électronique. Parce que, encore une fois, la fatigue finit par arriver. Et là où elle apparaît le plus, c'est dans les zones proches des points de contact avec le vélo, surtout les fesses, mais aussi les mains et les avant-bras. À la fin de la course, déjà avec 190 km, changer de vitesse avec un système électronique, c'est simplement appuyer sur un bouton et faire ce geste très subtil. C'était déjà fatigant, j'avais déjà les avant-bras complètement épuisés. Je n'ose imaginer ça avec une boîte manuelle où il faut faire ce geste peu naturel du poignet. Il arrive un moment, dans une descente, ou quand tu es en train de souffrir, où il est très probable que tu finisses par avoir une crampe ou quelque chose de similaire à l'avant-bras. Donc, dans la mesure du possible, essayez toujours d'utiliser des dérailleurs électroniques, essayez de choisir dès le départ des vélos qui sont déjà équipés de dérailleurs électroniques. Je vais passer rapidement sur le choix des pneus. Je pense que c'était le bon, même s'il y avait des zones avec beaucoup de boue. Même si j'avais changé pour un pneu avec plus de crampons, je ne sais pas, même s'il faisait un 40 mm comme ceux que j'ai avec ces Touareg de Hutchinson, même si j'étais passé à quelque chose avec plus de crampons. Cela ne change rien. J'aurais eu les mêmes difficultés dans ces zones, mais avec ce pneu, j'ai pu vraiment bien rouler. J'étais en sécurité dans les descentes grâce aux roues Speed 6 Player. Eh bien, je pense qu'elles m'ont apporté ce roulage plus confortable sur le plat, elles ne m'ont pas du tout pénalisé en montée, donc surtout elles se sont montrées très résistantes. C'était une course avec de nombreuses pannes, surtout des crevaisons, mais aussi des jantes cassées et des moyeux explosés. Vous pouvez voir, c'était une course très exigeante pour la mécanique, parce qu'au final, contrairement à un vélo tout-terrain où la suspension absorbe pratiquement tout, ici c'est le vélo qui encaisse directement. Et ce sont des chocs qui vont dans les moyeux, dans les axes, dans la fourche, dans ton corps, et ça fait énormément souffrir la mécanique. Que vous dire? Un point important, réflexion. Choisissez aussi toujours des vélos qui ont un passage de roue bien large, même si vous n'allez pas en avoir besoin. Imaginez que le vélo a un passage de roue maximum de 45 mm. Plutôt et tu te dis, je ne vais jamais monter un pneu de 45 mm parce que avec un 40 ça me suffit, d'accord? Mais dans des circonstances avec autant de boue, tu voyais? Des vélos très éprouvés, coincés dans des passages étroits à cause de la boue, surtout à l'arrière, les empêchant d'avancer. D'autres, comme nous avec des passages de roues plus larges, n'avions aucun problème, n'est-ce pas? Dans ce sens, essayez toujours d'acheter, d'acquérir ou de louer, peu importe. Des vélos avec un passage de roue très large, même sans pneus larges. Et cela dit, passons maintenant aux erreurs. Voyons les erreurs. Des choses que je pensais contrôler, mais il semble que ni moi, ni beaucoup d'autres n'ayons réussi à les régler. Et c'est le sujet des porte-bidons. Dans la première descente rapide, où on allait à 50, 50 et quelques kilomètres à l'heure, les bidons commencèrent à s'envoler. L'un d'eux était à moi, enfin je pensais que ces porte-bidons allaient être suffisamment solides. En fait, je les avais testés sur plus de 800 km sur les mêmes parcours. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe le jour de la course, il n'y a plus de nervosité, il n'y a plus d'adrénaline. La gourde s'est envolée et, comme je vous le dis, tout comme la mienne, beaucoup d'autres aussi. Solution simple, que j'ai souvent utilisée comme un attentat en dessert, emporter un morceau de pain de mie. Et tu le mets à l'extrémité du porte-bidon et le problème est réglé. Ou bien tu enveloppes le bidon avec du ruban isolant. Ainsi, il a déjà une plus grande résistance pour ne pas s'envoler.
C'est un point à bien considérer car cela peut bouleverser ta stratégie nutritionnelle et d'hydratation prévue pour la course et causer un contretemps majeur. Et ensuite, je pense que la plus grande erreur que j'ai commise, l'apprentissage. On va le dire de façon positive, la plus grande leçon que j'ai pu tirer de cette expérience. De 100 à voir avec la transmission, parce que je l'avais déjà dit les jours précédents. C'est une course avec un choix de transmission très compliqué, parce qu'on a 200 km dont 160, 155 à peu près, sont complètement plats. Il faut rouler en groupe à grande vitesse et pourtant, il y a 2500 mètres de dénivelé positif cumulé. La plupart des gens, même ceux qui sont très bien placés, très forts, le faisaient à pied parce qu'ils n'avaient pas un développement suffisant pour l'affronter sur le vélo. Ou alors oui, mais tu allais brûler trop de watts, donc ça ne valait pas le coup. Donc, pour moi, la première conclusion, c'est que je me suis trompé avec cette transmission que j'ai modifiée avec un plateau unique de 42 dents à l'avant et une cassette 4611 à l'arrière. Je me suis trompé parce que j'ai voulu jouer la carte de la prudence et être sûr que j'allais arriver parfaitement à la fin de la course et que j'allais être capable de faire avancer le vélo dans n'importe quelle circonstance, sur le plat ou en montée, au final. J'ai constaté que le monoplateau était trop court sur le plat et la cassette insuffisante en montée. Au final, je n'étais préparé sur aucun terrain. Pourquoi ? Eh bien, c'est justement un sujet que les marques n'abordent pas vraiment, et il y a un certain tabou autour. Nous, on va en parler. Les vélos de gravel, normalement de série, sont livrés avec des montages en monoplateau de 40 dents et une cassette à l'arrière. 10, 43 ou 11, 42, plus ou moins, selon que ce soit Shimano ou SRAM, d'accord ? C'est un type de développement généralement polyvalent et surtout réfléchi, je pense. La cassette était trop courte pour moi, vraiment trop courte. Et la cassette ne suffisait pas, elle était trop courte pour moi. La cassette était vraiment trop courte pour moi. La cassette était vraiment trop courte, elle était vraiment trop courte. Ça ne suffisait pas, c'était vraiment trop court. Et la cassette était vraiment trop courte pour moi, la cassette était trop courte. Et la cassette... C'est pour ça qu'avec un double plateau sur la route, beaucoup de gens choisissent d'utiliser un 51, 52, 53 parce que c'est la façon de se déplacer et de bouger. Watt sur le plat. Même des personnes très grandes utilisent que des plateaux plus grands et au final, on le voit chez les professionnels, des gens comme Ghana ou Max Pedersen. Ils utilisent bientôt des plateaux de 58 ou 60 dents sans souci, car il est plus simple de tourner un grand plateau qu'un petit pignon. Gardez-le toujours à l'esprit, d'accord ? Donc avec ce montage, un plateau simple de 42 dents, si je roule moi tout seul, ça me va bien sur le plat parce que je suis capable de tenir 30, 31, 32 km/h en continu. Parfait. Que se passe-t-il quand tu es en groupe à 40 km/h en course ? Et quand le groupe accélère à cause d'une flaque, d'un virage ou autre ? Au lieu de rouler à 40, tu passes à 45 ou 47, et c'est là que ce développement devient complètement insuffisant. Tu t'épuises, tu moulines sur le plat sans moyen d'avancer, d'accord ? Et ensuite avec le 46, derrière le 49 et le 42 devant, dans des montées à plus de 20%, ça me pénalise beaucoup car je grimpe à 110 tours à minute et avec ce développement des 15% c'est difficile. Je restais bloqué là à environ 60 ou 70 tours de pédale par minute, ce qui est très lent et ça me détruit musculairement le bas du corps. Donc je vais commencer à essayer, à partir de maintenant, différentes configurations. D'éventuelles futures courses de gravel qui pourraient arriver où j'utiliserai un plateau unique plus grand. Je pense à un minimum de 46 dents peut-être, un 48, je ne sais pas. Il faudra que j'essaye selon le terrain et là où je finirai par monter une cassette de 52 dents à l'arrière. Et de cette façon, il sera possible de combiner des montées très difficiles avec de la puissance sur le plat. Il est clair qu'on va perdre en progressivité des pignons, car ils seront plus grands et ce sera plus inconfortable. Donc je pense que c'est la seule solution actuellement. Ou alors un système classified qui intègre un changement électromagnétique à l'intérieur du moyeu arrière et qui te permet d'avoir une sensation de double plateau sans avoir de dérailleur avant physique. Donc tout est intégré dans le moyeu. Il n'y a aucune possibilité de le casser, ni qu'il tombe en panne, mécaniquement parlant, rien de tout ça, mais ça a un coût très élevé, je crois me souvenir que c'était autour de 2200 ou 2500 € pour tout le système classified. Il faut adapter les roues, etc., et ce n'est pas ce que je recherche. Je préfère plutôt chercher ce grand plateau unique. Et il y en aurait eu. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'emplacement.
Double. Assiette optimale en mettant la courbe avec cette armure, proteste Lorax. Dossier de jeu financé si c'est moi. Eh bien, avec ces conditions boueuses, des problèmes mécaniques avec le dérailleur avant partout, des chaînes qui sautent, des blocages du dérailleur. Non, 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 ce n'est pas un système qui, aujourd'hui, me semble avoir de l'avenir dans le gravel. Le sujet du double plateau, du moins pour une course aussi exigeante et avec ces conditions de boue, c'est sûr que non. Et cela dit, passons aux curiosités, non? Voyons voir combien pèse ce bébé, toute couverte de boue. Tel que j'ai terminé la course, allons-y, bidon plein, pédale montée, il ne manque plus que le compteur vélo. La boue, bien sûr, 11 kilos. 430 grammes. Merde, elle a pris pas mal de poids. Je crois que c'était ça. Je ne sais plus si je l'ai pesée avant de la démarrer. Mais sans pédale ni bidon, elle faisait environ 8,8 kg. Un truc comme ça. Et pour la curiosité sur les pressions, c'est déjà affiché ici en surimpression. J'ai commencé la course avec 26 livres par pouce carré à l'arrière, ce qui a vraiment changé la façon dont je l'ai terminé. La surprise béquée, c'est qu'il y a aussi eu une variation dans la roue avant, débutant à 25,5 livres par pouce carré, mais il semble bien que les plus gros impacts ou les plus grandes pertes de pression d'air, c'est la roue arrière qui a le plus souffert, car c'est elle qui subit le plus. Pourquoi ? Parce qu'environ 70% de notre poids repose dessus. Toutes les conclusions tirées jusqu'ici sont intéressantes. Si vous avez trouvé cela intéressant, s'il vous plaît, mettez un gros like à la vidéo, n'oubliez pas de suivre la chaîne et appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous m'aidez à faire grandir le projet, soyez heureux. À bientôt dans les prochaines vidéos, ciao!